Contrairement à un passé très récent, ils désirent en majorité devenir leurs propres patrons, créer leur entreprise. Inspirés par le modèle de la Silicon Valley, ils rêvent tous désormais de créer leur start-up. Il faut dire qu'ils débordent d'idées, ils sont ingénieux. Mais contrairement aux autres régions du monde, ils sont confrontés à une réalité. Comment financer sa création, son inventivité, son idée? Comment monter sa PME sans argent? Les structures de financement, les banquiers, les maisons de crédit sont-elles équipées pour les accompagner dans leur aventure? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Johannesburg en Afrique du Sud, à l'occasion du Africa SME Champions Forum, rendez-vous consacré aux PME en Afrique, qui a entre autres l'ambition de fabriquer des champions africains. Avec autour de ce plateau plusieurs invités, plusieurs financiers. D'abord, Madame Vanessa Mongar, la directrice du département genre, femmes et société civile à la Banque africaine de développement. Bonjour Madame Mongar. Bonjour. Second invité de ce plateau, Guy Martial Aona, le directeur général de Ora Bank Togo. Bonjour Monsieur Guy Martial Aona et merci d'être là. Notre troisième invité est Monsieur Charles Kié, cofondateur et CEO de New African Capital Partners. Bonjour Monsieur Charles Kié. Bonjour Alain. Et merci d'être là. Quatrième invité de ce plateau, M. Sidi Ould Tah, le directeur général de la BADEA, la Banque arabe de développement économique pour l'Afrique. Bonjour M. Sidi Ould Tah. Bonjour. Et merci d'être là. Dernier invité et pas des moindres de ce plateau, M. Didier Akwete, le CEO du célèbre cabinet de chercheurs de tête Afrique Search. Il est également l'organisateur de ce forum Africa SME Champions Forum, qui se tient pendant ces 2 jours à Johannesburg. Bonjour Monsieur Didier Akwete et merci d'être là. Merci de nous inviter. Lorsqu'on est jeune en jeans et baskets et qu'on a une brillante idée dans le domaine des nouvelles technologies, comment on fait pour bénéficier de votre financement ou de votre accompagnement? J'ai envie de me tourner vers le banquier ici. Monsieur Aona, comment on fait? Non, effectivement, je confirme que c'est compliqué pour une start-up d'être financée par une banque pour un certain nombre de raisons. C'est comme dans vos propres familles ou au quartier, quelqu'un arrive, il vous dit « j'ai besoin d'argent », vous ne le connaissez pas, il n'a pas fait ses preuves, vous devez être méfiant. Ça nous arrive à nous tous, c'est la même chose. Oui, mais votre rôle aussi, c'est de prendre un peu de risques. Tous ceux qui viennent chez vous ne doivent pas déjà être riches, sinon ils ne viendraient pas. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut créer des cadres pour que celui qui vient avec un projet, qu'il comprenne le langage du banquier et qu'il le soumette comme tel. Et quand il a compris, nous, la banque, on peut regarder, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va suivre, parce qu'on a aussi un certain nombre de paramètres à suivre. Mais on va regarder. On ne peut pas financer tout, mais ce qu'on ne note pas aussi assez, c'est qu'on finance quand même. On finance beaucoup de PME, beaucoup de start-up dans des domaines divers. Oui, mais on a le sentiment, et peut-être que c'est l'image épinale que j'ai gardée, on a le sentiment que celui qui vient à la banque, il faut qu'il soit d'abord bien mis, qu'on connaisse son pédigré, etc. J'ai plutôt le sentiment que les banques ne font pas l'effort de comprendre les autres. Vous venez de dire que ce sont les banquiers qui doivent comprendre. C'est ceux qui viennent chercher de l'argent qui doivent comprendre les banquiers. Est-ce que ce ne sont pas d'abord les banquiers qui doivent comprendre l'environnement, Charles Kié? Non, Alain, si je peux me permettre, je crois qu'il faut, je veux dire, dès le démarrage de ce débat, peut-être préciser un certain nombre de choses. Les banques ne sont pas la panacée au financement des PME. Je crois qu'il faut le dire pour éviter les frustrations que les entrepreneurs peuvent avoir chaque fois qu'ils s'adressent aux banques. Lorsqu'on crée une entreprise, et je peux d'ailleurs me permettre d'en parler avec beaucoup d'aisance aujourd'hui parce que je suis moi-même entrepreneur, il faut comprendre qu'il faut mettre un peu de soi-même là-dedans. Il faut mettre, au-delà de son capital humain, je dirais du capital financier. Et ce capital financier-là, il ne peut pas venir des banques. Parce que la vocation naturelle d'une banque, surtout quand elle est commerciale, ce n'est pas de financer, je dirais, le capital de départ d'une société. Par contre, lorsque la société est créée et qu'elle a commencé à fonctionner, elle peut avoir des besoins de financement de son exploitation. À ce moment-là, une banque classique peut intervenir dans ce processus-là. L'erreur qui a été commise pendant trop longtemps, c'est de s'adresser à la banque pour tout et quelquefois pour n'importe quoi, avec la conséquence, naturellement, que les propositions ou les offres de financement des PME notamment se trouvent en totale inadéquation. Il y a plusieurs schémas de financement des PME à partir de
je dirais, de ce qu'on appelle les business angels. Il y a les personnes aujourd'hui qui se sont spécialisées dans l'accompagnement des PME. Soit parce qu'elles donnent de l'argent de façon... Mais c'est qui ces business angels? Quel est leur profil en réalité? Puisque vous ne parlez pas de banque là. Ce n'est pas le rôle des banques. Ces business angels, qui sont-ils? Vous savez, même dans nos familles, quand quelqu'un dit qu'il veut faire une petite opération, une petite affaire, la première personne vers qui on se tourne, c'est la famille. D'accord? Ce qu'on appelle d'ailleurs le love money, l'argent qu'on collecte auprès des personnes qui sont le plus proches. Indirectement, c'est accompagner la création d'un business ou d'une entreprise sans forcément prendre en compte la profitabilité ni la rentabilité de cette entreprise-là. Oui, parce que c'est pas un modèle de financement, ça. Non, mais pourtant, si. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de startups qui commencent avec de l'argent qui n'est pas forcément intéressé au départ. Le love money. Qui prend un pari sur l'avenir et sur la croissance future de ces entreprises. Et ça me donne l'occasion aussi de préciser que la plupart des startups, et notamment des PME qui sont dans le secteur de la technologie, perdent de l'argent et en perdent beaucoup pendant plusieurs années. Donc si on veut les regarder de façon classique, avec l'œil des financiers habituels en regardant leur schéma de profitabilité, on court le risque de passer à côté de modèles de financement qui sont appropriés. Didier à côté. Effectivement, ce que dit Charles est vrai. On a le sentiment qu'on confond toutes les sortes de financement, que ce soit les startups ou les PME. En l'occurrence, lorsque Charles parle de business angels, il faut aller jusqu'au capital risqueur, qui est un profil d'investisseur, jusqu'au banquier classique, jusqu'à la banque de développement qui peut donner ligne de garantie, de financement pour des banques, etc. Donc je crois qu'il faut bien qualifier la nature des financements pour les types d'entreprises et de projets que les promoteurs proposent. Effectivement, quand on parle des licornes, par exemple, il y en a beaucoup qui perdent de l'argent. Une entreprise comme Uber, elle a une notoriété incroyable. Il y avait plus de 6 milliards de dollars de pertes et continue de lever des ressources. Donc c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Et donc le pauvre épargnant qui met son argent chez Guy Aona n'est peut-être pas prêt à ce que son argent soit perdu dans une start-up, dans les technos ou une PME. Donc je crois qu'il faut qualifier effectivement la nature du financement pour quelle nature d'entreprise. Et justement, lorsqu'on voit des grosses entreprises dans les télécoms aujourd'hui créer des incubateurs, mettre de l'argent dans des startups ou des petites PME dans les technos, c'est parce qu'elles se disent peut-être sur 50, il y a peut-être une dont le produit permettra à la grande entreprise d'en profiter pour faire de la digitalisation, etc. Et donc, c'est un peu ces modèles qui manquent, malheureusement, dans beaucoup de nos pays, surtout les pays francophones. Surtout les pays francophones. Alors là, d'un coup, vous bousculez les habitudes. C'est-à-dire, vous dites, c'est pas vers le banquier qu'il faut se tourner si on veut créer sa start-up. C'est bien ça, Vanessa? Alors, mon opinion dans tout ça, comme l'ont dit mes collègues, c'est que, en effet, le paysage financier est très varié. Il faut s'adresser aux bons endroits au bon moment. Si on regarde spécifiquement les banques commerciales, comme l'on nom l'indique, ce sont des banques commerciales qui vont évaluer un projet sur la base de sa profitabilité potentielle et de son risque. Et nous, au niveau de la Banque africaine de développement, nous avons un mandat un petit peu différent, puisqu'on a un mandat de développement avant tout. Et on travaille avec les banques commerciales pour aider à pallier à certains de ces risques, certains de ces facteurs qui feraient que si on laisse le marché fonctionner tel quel, il ne serait peut-être pas prêt à prendre ce genre de risque. En l'occurrence, vous parliez des jeunes. J'ai envie de vous parler des jeunes et des femmes, parce que c'est encore plus dur quand on est une jeune femme sur ce continent de démarrer quoi que ce soit. Et le problème du risque est réellement quelque chose sur lequel on a mis le doigt au niveau de la Banque africaine de développement en collaboration avec tous ses partenaires. Parce qu'en réalité, même si vous avez un bon projet qui est bien renseigné, avec un business plan et une visibilité sur une profitabilité potentielle, si vous n'avez rien à apporter en caution dans une banque, si vous n'avez aucun collatéral, vous êtes perçu comme très risqué. Pourquoi prendre ce risque plutôt qu'un autre? Et donc, à la Banque africaine de développement, nous voyons ça comme l'un de nos rôles pour les business
qui, nous pensons, avons ce futur et ce potentiel de créer de la valeur sur le continent, créer des emplois sur le continent, de venir en partenaire avec les banques commerciales et le secteur en général financier pour donner ces garanties qui vont permettre aux banques de prendre un petit peu plus de risques pour accompagner certains de ces entrepreneurs. Ça ne voudra pas dire que tout entrepreneur qui vient à la banque aura un prêt. Et à la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous de dire « j'y vais quand je suis prêt, j'y vais quand j'ai le bon dossier, quand je sais que j'y crois ». On ne peut pas y aller en espérant la panacée, comme on disait. Mais par contre, il y aura des mécanismes en place pour qu'on puisse partager ce risque. Et c'est l'initiative AFAWA qui a été lancée par la Banque africaine de développement. AFAWA. AFAWA. Vous voulez que je vous parle un petit peu d'AFAWA? En deux mots. En 3 mots, parce qu'il y a 3 piliers. Le premier pilier, surtout, c'est cette fameuse garantie. Particulièrement pour les femmes, on sait que les 3/4 d'entre elles sont perçues comme plus risquées que l'entrepreneur normal, parce qu'en effet, elles n'ont pas de collatéral. C'est l'une des raisons qu'elles peuvent amener. Les banques aussi, parfois, ne comprennent pas leur segment. Pourtant, c'est celle qui rembourse le mieux. Hein. Alors, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non seulement c'est celle qui rembourse le mieux, mais la recherche nous prouve que quand une femme gagne des revenus, elle réinvestit 90% d'entre eux dans la santé, l'éducation et la nutrition de sa famille. Contre environ, vous voulez deviner combien pour les hommes? On va pas s'attaquer. On rentre dans autre chose, là. 35%. C'est en dessous de la ceinture, celle-là. C'est ça pour dire que quand on a un but de développement, investir dans une femme, c'est toujours une bonne idée. Donc d'une partie, garantir ses prêts. Mais attention, aussi former les banques. Parce que c'est vrai, mon collègue Guy disait, bon, il faut que les jeunes parlent le langage des banques, mais il faut aussi que les banques comprennent les jeunes et les femmes. Je suis d'accord. Et pour eux, mais c'est pas forcément naturel s'il n'y a aucun incentive, on dirait. C'est-à-dire, pourquoi aller faire cet effort extra en plus? Donc nous allons accompagner également les banques pour les aider à développer ces données, ce business case, qui les aidera à comprendre pourquoi certains de ces segments du marché sont profitables, quel type de produits peuvent mieux répondre à ces besoins pour que ce soit profitable pour eux également. Ce sont des entités du secteur privé, ils ne sont pas des entités philanthropiques. Et troisièmement, le dialogue politique. Parce que n'oublions pas la responsabilité de nos gouvernements dans toute cette histoire. Si nous n'avons pas un cadre qui aide, qui permet la création de ces entreprises, qui permet la facilité du doing business. Là, c'est un autre thème. C'est un autre thème. Le doing business, on en parlera dans une autre émission. Mais c'est impossible sans. Et on sera toujours obligé de venir avec des pansements tant que l'environnement ne sera pas le bon. Des pansements. Alors là, elle remet au cœur la part du banquier. Charles Quier disait tout à l'heure, il faut qu'on sorte de cette obsession qui fait penser que c'est le banquier qui doit financer, qui doit démarrer le business. Mais en même temps, on n'a pas beaucoup de personnes vers qui se tourner. Vous, dans votre cas, qu'est-ce que vous en pensez? Doit-on se tourner vers le banquier ou doit-on chercher où on va lever l'argent quand on est jeune, issu d'un milieu pas aisé et avec une très belle idée? En fait, selon notre opinion, cette question ne peut pas être traitée uniquement à partir d'une perspective de banquier, mais plutôt selon une approche holistique. Et donc, en fait, même les startups n'ont pas besoin que d'argent. Ils ont besoin aussi de coaching. Ils ont besoin d'accompagnement. Et donc, c'est pourquoi nous pensons qu'il doit y avoir une coalition pour supporter les startups en Afrique. Quand vous dites coalition de quoi? Coalition avec les autres banques ou bien... En fait, les banques commerciales ont leur part à jouer, mais aussi les banques de développement comme la BADEA et la Banque africaine de développement, mais aussi les business angels contribuent, et même les fondations. Aujourd'hui, on voit pas mal de fondations s'intéresser à la question des startups. Il faudrait aussi retenir quand même une réalité, c'est que les startups, sur 10 startups ou sur 20 startups, il n'y en a qu'une qui arrive à faire son chemin. Et donc, le taux de mortalité est très élevé au niveau des startups. Et cela appelle de notre part une action concertée entre tous les acteurs. Notre perspective au niveau de la BADEA, parce que nous venons d'approuver notre stratégie de BADEA 2030, qui est parfaitement alignée aux objectifs du développement durable, mais aussi à l'agenda 2063 de l'Union africaine, c'est que nous avons retenu comme pilier, comme l'un des piliers de stratégie, le développement des petites et moyennes entreprises, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et nous sommes sur une initiative dont j'ai parlé hier, donc, avec un partenaire qui s'appelle LACFund, pour réellement essayer de monter de la microfinance vers la mésofinance. Vers la mésofinance. La mésofinance. Parce que ce que nous avons constaté, d'après nos analyses, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tout un pan des SMI qui n'arrivent pas à trouver la possibilité de se financer sur le marché. Vous avez la microfinance, vous avez les banques commerciales, mais entre les deux, vous avez toute une frange des petites et moyennes entreprises
dont les besoins dépassent ce que peut leur offrir la microfinance, mais ne sont pas éligibles au financement du système bancaire qui requiert des garanties. Et donc, nous sommes intéressés à cette frange et nous avons maintenant, nous sommes en train de finaliser donc, un modèle d'institution financière qui devrait prendre en compte ceux-là, prendre en compte ceux qui sont à cheval sur les deux. Entre les deux. Et donc, l'idée, c'est nous sommes très avancés donc, sur la licence au niveau du Rwanda comme premier pays pilote. Et nous souhaiterions effectivement que cette expérience nous permette donc, notre objectif sur 5 ans, c'est d'avoir 20 institutions similaires à travers l'Afrique. L'idée, c'est Rapidement. L'idée, c'est qu'on ne tienne pas compte uniquement des garanties normalement requises par le système bancaire, mais qu'on tienne beaucoup plus compte de ce que la microfinance a montré. Les acquis de la microfinance qui permettent aujourd'hui à des femmes et à des jeunes de bénéficier de petits financements sans avoir à présenter des garanties bancaires ou à des sûretés réelles. Mais aussi, nous comptons aussi mettre des dons pour accompagner les fonds. Alors, il ne s'agira pas uniquement de donner, de prêter, mais aussi d'accompagner les jeunes et les femmes à travers des dons qui permettront donc de renforcer les capacités et de leur permettre de pouvoir élaborer des business plans et aussi d'avoir une comptabilité. Bref, de les accompagner. Voilà. Alors, ils sont nombreux, les jeunes qui nous écoutent, qui ont envie de créer leur entreprise, qui se disent, bon, là, on a des financiers, ils expliquent comment ça va se passer, mais ne s'interrogent pas eux-mêmes sur le fait qu'est-ce qu'ils n'ont pas loupé une révolution. Là, on entre dans une autre ère, et quand on entend le banquier, il dit, moi, je suis banquier commercial, quand j'ai placé de l'argent, il faut que ça soit revenu à telle date. Est-ce qu'on ne devrait pas penser différemment, Charles Quié? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un nouveau monde, avec des nouveaux paradigmes qui font que le banquier peut penser différemment à financer ces entreprises-là en disant je prends un risque sur la durée, en perdant un peu de l'argent, mais en gagnant autrement, et un peu plus tard. La perche est parfaite. Parce que cette question-là, je pense qu'elle n'a pas suffisamment été prise en compte dans la façon dont nos pays, pour la plupart, se sont même organisés ou s'organisent pour tenir compte de cette dimension qui est celle du futur. La 4e révolution industrielle est une réalité. La révolution qui est celle de l'information, celle de l'intelligence artificielle et celle des nouvelles technologies, celle-là nécessite de toutes les façons un changement de paradigme majeur, aussi bien dans la façon de concevoir les entreprises et de les financer, que dans la façon même d'organiser l'écosystème autour de ces entreprises-là pour les accompagner. Si on reste sur des schémas classiques, il est clair et évident, de mon point de vue, qu'on n'arrivera pas à donner les bonnes solutions à ces entreprises. Donc ça interroge le banquier maintenant. Absolument. Ça interroge le banquier. On va en parler dans la seconde partie du débat africain. Charles Quié parlait du fait qu'il faut éviter de louper la 4e révolution. C'est quoi cette 4e révolution qu'on risque de louper? Je vois Didier qui a envie de réagir tout de suite. Oui, non, effectivement, on parle de technologie, de start-up et de 4e révolution industrielle. C'est que le secteur financier n'a pas encore pu réussir cette mutation. J'ai 2 exemples. Pendant ce forum, il y avait une présentation d'une entreprise singapourienne, justement, qui a développé un certain nombre d'instruments d'analyse du profil des entrepreneurs et de leur portefeuille, même lorsque leur activité n'a pas commencé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous venez me voir aujourd'hui en disant « j'ai un business de production de stylos qui écrit son couleur à la minute », je peux, en le pluguant dans un système, regarder s'il y a un potentiel pour ce marché, où est-ce qu'il y a ce potentiel, et après, quand vous allez vendre sans que jamais personne ne paye avec de la monnaie, mais qu'avec de la monnaie électronique, où je sais à tout moment combien vous vendez, combien le système peut vous allouer comme financement, ou vous retirer instantanément. Donc les dossiers s'analysent presque automatiquement, et vous avez un profil de risque, et donc un profil de bancabilité. Et ici, vous avez 2 fintech qui étaient au forum, Yoko, FinFund pour ne pas les nommer, qui sont jamais rencontré une PME, une start-up, arrivent à prêter plus de 500 millions de dollars dans l'année. Oui. Avec un taux de remboursement extraordinaire par de l'intelligence artificielle et justement de l'économie digitale de la 4e révolution. Et c'est peut-être là où aussi les banques, probablement, beaucoup doivent faire cette révolution-là. Alors comment elle s'opère, cette révolution? Je vois
Oui, je voulais dire effectivement. Guy Martial Aoun. Moi, je vais revenir sur l'actualité, c'est-à-dire l'instant. Effectivement, la révolution arrivera. Mais pour le moment, Elle est déjà là, non? Voilà. Ou elle est déjà là. Et pour le moment, il y a des besoins qu'il faut satisfaire. Et c'est en ça que l'initiative de la BAD est excellente. Pourquoi? Parce que, en attendant, les banques ont besoin que les financements soient structurés. Et il ne faut pas se le cacher, que ces financements soient garantis. Il y a des expériences qu'on a vécues dans un pays comme le Togo où je suis, où les bailleurs de fonds et l'État disent, bon, OK, les startups, je me porte garant dans un premier temps et on les suit ensemble. Ceux qui ont du succès, ils sortent du système et les banques prennent le relais. Et parfois, quand c'est très bien suivi, on a des taux de casse qui sont égaux à 0%. Et on a des exemples où on a commencé par exemple avec 50 millions. Au bout de 3 ans, on finance de francs CFA. Au bout de 3 ans, on finance 1 milliard de francs CFA. En stand-alone, sans plus compter sur le projet, sans plus compter sur la BAD, ainsi de suite. Oui, mais ça amène le banquier à penser différemment, à ne pas penser seulement aux documents qu'on lui apporte dans la journée où il regarde en bas de la feuille et se dit, bon, ton affaire n'est pas bonne. Ça veut dire qu'il faut penser différemment à la banque. Oui, moi je dirais que vraiment cette 4e révolution industrielle nous apporte des fenêtres d'opportunités nouvelles. Parce qu'en réalité, d'une part, il y a le marché commercial de banques commerciales traditionnelles qui existe, qui doit évoluer, qui doit servir les besoins de la population et qu'on doit accompagner pour ça. Cependant, nous avons aussi sur le continent une large partie de la population qui de toute façon n'est pas bancarisée. N'ira pas à la banque commerciale dans la capitale, que ce soit à Lomé, que ce soit à Douala, que ce soit à Abidjan. Ou à N'Djamena. Ou à Johannesburg. Et donc, que fait-on dans ces cas-là? Puisque si, surtout pour nous, on a un mandat de développement et qu'on veut toucher un maximum de personnes, particulièrement les personnes qui souvent ont le plus besoin d'aide, sont celles qui ont le moins accès. Et pour moi, la FinTech nous donne vraiment des nouvelles fenêtres d'espérance. Et c'est là, comme Charles, je le rejoins en disant que nous devons être très humbles par rapport à ça et être ouverts à l'innovation, ouvrir les portes des banques de développement, peut-être des banques commerciales et dire comment est-ce qu'on change nos modèles pour intégrer ces solutions et pouvoir réellement rejoindre les populations parce qu'il y a des entrepreneurs géniaux dans les zones rurales qui aujourd'hui n'ont pas de compte en banque, Absolument. mais ont des business. Mais c'est d'eux qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire on ne parle pas de ceux qui arrivent à faire des beaux dossiers, qui sont bien faits en couleur, avec des graphiques, etc. On parle des gens qui ont des belles idées, qui ne sont pas moins intelligents que d'autres, mais qui ne peuvent pas avoir accès aux banques, qui n'ont même pas de compte à la banque. Alors là, on parle de cette 4e révolution. Charles, vous avez lancé l'idée de cette 4e révolution. Comment doit se comporter le banquier? Qu'est-ce que le banquier africain doit faire pour être dans cette 4e révolution et ne pas louper le coche? Parce que là, on parle de ceux qui n'ont même pas rencontré ceux à qui ils prêtent de l'argent. Alors, il y a peut-être 2 choses. La première, et je pense qu'encore une fois, il faut avoir l'humilité de l'accepter. Les banques classiques ont des structures de coûts, une structure de fonctionnement. Il ne faut pas oublier que la banque est une activité réglementée, avec des contraintes qui lui sont imposées par les dispositifs prudentiels, etc., et qui font que naturellement, elles auront leurs limites. On ne dit pas non aux limites, mais quand on regarde les grands comme Facebook ou autres qui perdent de l'argent, WhatsApp, ils continuent de bénéficier des financements tous les jours, on leur en donne chaque jour un peu plus. Donc il doit bien y avoir un modèle qui fait qu'on ne puisse pas penser comme on pensait jusqu'à maintenant. Oui, et précisément, c'est là où la technologie financière vient changer tout. On les appelle FinTech, mais ce n'est pas autre chose que ça. Ce sont des entreprises qui, aujourd'hui, ont compris qu'elles n'avaient pas forcément besoin d'être des banques, qu'elles n'avaient pas forcément besoin d'être des établissements financiers ou des institutions financières, mais qui pouvaient apporter des solutions technologiques aux besoins des populations. En faisant en sorte que, d'une part, ces populations puissent avoir des moyens de paiement électroniques. Aujourd'hui, les solutions, elles sont multiples. Il y en a à l'échelle de notre continent. Et d'ailleurs, il faut saluer la créativité et la capacité d'innovation de beaucoup de nos jeunes Africains qui, de ce point de vue-là, ont fait des choses extraordinaires. Donc ces solutions-là, elles existent. Mais mieux, le nombre de microcrédits ou de micro-assurances ou de micro-solutions financières qui sont apportées par ces plateformes-là aujourd'hui a explosé au cours des dernières années. Ça, c'est une voie que, de mon point de vue, les banquiers n'ont pas forcément vu venir, et où s'il n'y a pas un système de partenariat entre le système bancaire classique et ces solutions de financement technologique,
il faut dire les choses telles qu'elles sont. Certaines sortiront du marché dans les années qui viennent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que, et là, je me mets dans la peau de tous ces jeunes qui frappent à la porte. La personnalité des entrepreneurs est importante à prendre en compte. Que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes, etc. Exercice que dans beaucoup de nos banques classiques, qui n'est pas fait. On ne prend pas le temps de comprendre qui sont les personnes qui sont les porteurs de projets, de les comprendre de façon intrinsèque par rapport à leurs valeurs, par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à la qualité des projets qu'ils portent. Mais mieux, on ne prend pas non plus toujours le temps de comprendre de façon intrinsèque quel est le business model de ces entités. Aujourd'hui, une banque classique fera la chose très classique de voir si le modèle est déjà en exploitation ou expérimenté. Ici, on parle de choses nouvelles, de choses qui, quelquefois, n'ont pas encore été expérimentées, mais qui sont le fruit de la capacité d'innovation de nos jeunes. Il faut pouvoir leur donner une chance. Absolument. Et cette chance-là, elle ne peut leur être donnée que si il y a, on a utilisé le terme de coalition, mais s'il y a des acteurs qui commencent à se mettre ensemble pour se dire, à l'échelle de l'Afrique, il faut qu'on ait nos solutions à nous, qu'on puisse commencer maintenant à réfléchir différemment à la façon dont on peut accompagner ces gens-là et leur donner l'opportunité de le faire. Et ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Alors, de plus en plus, oui, j'allais vous donner la parole, Sidi Oulta. Vous voulez réagir à ça ou bien... Oui, tout à fait. Allez-y. Je voudrais réagir sur la question des fintech. Car aujourd'hui, il est clair que le monde est en train de changer et changer de manière très rapide. Même au niveau des banques commerciales, elles sont appelées à changer même de méthode d'analyse. Avant, on analysait les bilans, on analysait les ratios. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui va nous permettre de savoir la solvabilité de tel ou tel client. J'ai été particulièrement impressionné par les avancées donc dans la microfinance, justement au niveau des applications qui ont été développées récemment, particulièrement au Kenya, avec M-Pesa, mais avec d'autres aussi, qui permettent aujourd'hui à des institutions de microfinance même de relancer leurs clients à travers l'intelligence artificielle. Ils savent quelles sont les fréquentations de la personne et parfois ils envoient un message aux amis du client pour lui dire incitez votre ami à payer. Je pense que je ne vais pas prendre de crédit là-bas. Donc c'est pour vous dire que vraiment avec l'intelligence artificielle, avec les big data, aujourd'hui on est allé sur une nouvelle configuration. Justement, parlons d'intelligence artificielle puisqu'il en est beaucoup question et de plus en plus question. Et l'Afrique, sur ce coup-là, semble ne pas vouloir être à la traîne ce coup-ci. Mais comment on finance ces jeunes-là qui sont dans ce domaine où, quand il arrive, le banquier le regarde avec des grands yeux en se disant de quoi il parle. Comment faire pour que nous ne loupions pas ce coche-là? Vanessa? Bah écoutez, idéalement, toute entreprise, qu'elle soit banque ou autre, je dirais, devrait toujours essayer d'être à la pointe de l'innovation, de voir ce qui se passe. Si elle veut être compétitive dans le long terme, je pense foncièrement, bon, c'est plus large, mais que n'importe quelle entreprise est censée répondre à un besoin si elle veut être viable dans le long terme. Donc c'est une banque éclairée qui dira j'ouvre ma porte aux innovations et je réfléchis à comment je peux faire mieux. Ceci étant dit, c'est pas aussi simple que ça. Non. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on a un rôle à jouer en tant que banque de développement qui avons un mandat différent, de pouvoir aider le secteur commercial à ouvrir, à prendre plus de risques sur ces choses-là. Et c'est ce qu'on fait à la BAD, que ce soit avec le programme pour les femmes, avec le programme pour les jeunes. C'est réellement soutenir, accompagner, garantir. Ceci étant dit, nous ne sommes non plus pas à la pointe de l'innovation. Il faut être très humble par rapport à ça. Voilà, j'allais dire, ne tirez pas trop la couverture à vous. Non, on ne peut pas dire que vous soyez... Je dis que c'est notre responsabilité. Voilà. Pas pour dire qu'on le fait... Est-ce que dans la maison, on se dit, bon, il va falloir qu'on se update pour parler, Absolument. comme on dit dans ce monde. Et dans la maison, on change. Vous voyez les gens qu'on recrute. Je suis moi-même une jeune femme, directrice d'un département financier. Donc forcément, peut-être que j'amènerai une différente perspective à ce genre de questions. On vous écoute? Bien sûr qu'on On vous écoute. Enfin, on ne vous donnera jamais rien. Et ça, c'est pour toutes les femmes qui nous écoutent aussi. Et les jeunes. Bon, ça y est, Rien ne vous est dû. c'est reparti. Nous sommes les coupables. Non, On non, est... je parle des femmes et des jeunes. Dans la vie, rien ne nous est dû. Que ce soit un financement, que ce soit de l'écoute. Il faut arriver avec des idées structurées. Et il faut prendre la parole là où on ne l'a pas. Je dis souvent, si vous n'avez pas une chaise autour de la table, amenez votre chaise pliante. Mais en tout cas, c'est clair qu'on ne peut pas attendre que Mais ça bon, nous s'il n'y soit a pas la donné. place aussi, la chaise pliante ne va pas trouver sa place non plus. Ah, ça dépend quelle... Bon, on peut ouvrir ce débat-là. Oui, Guy. Non, effectivement, je crois que le Sidi Dis à Oulta côté. tout à l'heure a parlé de coalition. Il n'y a pas de réponse unique aujourd'hui à la question du financement de l'économie africaine. Parce qu'en fait,
C'est une Mais il est économie... peut-être temps de se Oui, oui. retrouver pour en discuter. Parce Non, que mais si on se dit, justement, on n'a pas de solution et qu'on reste Mais avec c'est des ça modèles qui qui est sont bien, c'est obsolètes et qu'aujourd'hui, inadaptés. autour de cette table, on parle de coalition d'acteurs. Et je ne sais pas si souvent, dans l'émission, on a parlé avec des banquiers, des agences de développement, des capitaux risqueurs, des fonds d'investissement, de coalition. Donc peut-être des gens sortant de cette émission, les gens auront compris que c'est ensemble. Mais mon point, en fait, est le suivant. C'est en réalité, quand on finance une activité, c'est plusieurs acteurs qui mettent de l'argent pour financer une activité. Qu'on soit banque de développement, banque de dépôt, fonds d'investissement, c'est des gens qui mettent de l'argent ensemble. Alors, en matière d'innovation, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des systèmes de financement solidaires, collectifs? Alors, sous d'autres cieux, on appelait ça tontine, qui marche encore chez bien. moi, ouais. Dans d'autres pays, on dit le crowdfunding. Aujourd'hui, des activités risquées. Personne, des gens que vous ne connaissez pas. Moi, je reçois parfois des messages, on dit tiens, $50 pour financer une activité. Si ça marche, tu recevras. Si ça ne marche pas, mais derrière, on soutient ça. Donc, je me disais simplement, quand on parle de coalition, ça veut dire qu'il y a des acteurs. Et donc, quand on parle de financement risqué, parce qu'on parle de financement risqué, est-ce que ce n'est pas plutôt une manière de concevoir la capitalisation des ressources des différents acteurs, qui soient individus, institutions, organisations, banques de développement, pour que, avec l'intelligence artificielle et la digitalisation, tous ces processus puissent se mettre ensemble et selon le projet, savoir si c'est des individus ou des organisations de développement ou des banques commerciales. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui le règle aujourd'hui, parce que je ne suis pas capable de te dire, on a donné un prix à un jeune, le prix Badea du jeune entrepreneur start-up, qui a gagné un prix. S'il vient me voir en tant que banquier, je ne peux pas lui dire je lui donne l'argent aujourd'hui. Il a inventé un système qui permet, quand vous prenez la photo d'une plante, de dire quelle est sa maladie. Et donc, comment on va soigner cette plante. Ah, si vous êtes banquier... C'est pas important. Si c'est peut-être un petit financement, l'intelligence artificielle peut dire attention, les plantes qui souffrent, c'est ça. Les remèdes qu'on n'a pas, c'est pas ça. Et donc, c'est plutôt de l'argent de développement, mais aussi un capital risqueur qui peut rentrer. Donc, dans la coalition et le rassemblement des acteurs, comment on analyse tout ça pour savoir quel est le type d'acteurs qu'il faut mettre autour du financement pour supporter le risque, parce que c'est supporter le risque, en fait, qui pose problème. Notre discussion, c'est comment on supporte le risque et qui le supporte. Charles? Il y a peut-être une autre dimension que je vais développer par rapport au point que Didier vient de faire. Rapidement, parce que Guy Martial voulait prendre la parole. D'accord, très rapidement. Je crois qu'au moment où tous les pays africains sont en train de réfléchir à leur développement économique et à ce que vont être les leviers de croissance dans les années à venir, parce que le passé est le passé, il faut regarder maintenant les 10, 20, 30 ans qui viennent, il est peut-être temps que beaucoup de nos pays fassent l'exercice de revoir le modèle économique dans lequel les pays vont se développer dans l'avenir. Et ça suppose naturellement que, avec tout ce qu'on vient de dire, il y a une approche totalement différente de la façon dont on va encadrer, structurer et organiser l'émergence de ces startups et l'émergence de ces entreprises qui vont porter la croissance demain. On ne va pas attendre que ça se fasse ailleurs pour être de simples consommateurs. Il faut que certaines de ces entreprises-là soient suscitées, accompagnées. Mais justement, et c'est là où les États rentrent en compte. Et au moment où on parle de coalition, il ne faut pas sous-estimer le rôle que les États ont en tant qu'entité fédératrice d'énergie et de ressources à l'échelle, je dirais, d'une nation, d'organiser ces choses-là. Même si le secteur privé est celui qui va tirer la croissance, il faut créer l'environnement qui permette l'émergence de ces futures startups. En fait, Guy Martial? Oui, tout à fait. Je partage totalement l'avis de Charles. Quand on crée les conditions pour que, ne serait-ce que des choses basiques, que les entreprises se créent vite, qu'elles soient formalisées, qu'elles aient accès au financement, aux capitaux, ainsi de suite, ça ne peut que créer un boom. Mais pour revenir au sujet de financement des startups, de la technologie en général, on avait ces débats il y a quelques années, par exemple, sur l'agriculture. Aujourd'hui,
Il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées et ça passe par deux choses en général et de part et d'autre. Il y a l'encadrement, c'est-à-dire il faut que les compétences au niveau de la banque viennent pour comprendre comment fonctionne l'agriculture ou la technologie. Parce que si vous allez voir un gestionnaire de compte, vous lui dites « j'ai un projet, je filme quelqu'un, on me donne le type de plante », déjà il ne sait même pas ce que c'est les types de plantes. Donc ça ne peut pas avancer. Il y a donc l'encadrement de part et d'autre, mais aussi les partenariats. C'est important. Si je suis une banque, je ne suis pas censé tout savoir. Il faut que je m'adresse à un spécialiste ou à un cabinet qui va me conseiller, qui va m'orienter, qui va m'aider à suivre tout ce genre de projet avant que je le valide et qui va également m'aider même dans le suivi de remboursement, ainsi de suite. Voilà ce que je voulais un peu ajouter sur ce point. C'est dit. Je voulais juste ajuster sur la question des fintechs. C'est qu'aujourd'hui, l'un des grands défis, c'est que la technologie avance plus vite que nos régulateurs. Et ça crée un grand problème pour les innovations, parce que ça bloque aussi l'innovation. Chaque fois qu'une nouvelle technologie est introduite, le régulateur n'est pas encore... Mais c'est à l'échelle mondiale, ça, non? C'est pas que chez nous. Mais chez nous, c'est encore beaucoup plus prononcé. Et donc, c'est particulièrement pour les banques et pour les institutions de microfinance, l'utilisation de nouvelles technologies. Aujourd'hui, vous avez l'un des taux les plus importants de pénétration de la téléphonie mobile en Afrique, ce qui permet à une ménagère située dans un village éloigné de pouvoir faire des transactions financières. Mais les institutions qui vont développer les solutions et qui vont mettre ces solutions sur le marché ont besoin d'avoir des agréments. Et aujourd'hui, dans certains pays, il y a un grand problème entre les banques et les sociétés de télécommunications sur comment les sociétés de télécommunications peuvent exécuter des transactions financières. Et donc, de plus en plus, puisqu'on voit apparaître même des banques qui sont des sociétés de télécommunications. Donc c'est d'où la problématique de l'écosystème. Donc c'est important. Comment est-ce qu'on fluidifie? Donc c'est l'importance d'avoir une coalition, d'avoir tout le monde autour de la table, régulateurs, banquiers, institutions de financement de développement. Alors il ne faut pas que ce soit comme l'histoire de l'unité africaine dont on parle depuis les années 50, mais qui a du mal à se réaliser. Alors qui fédère quoi? Qui démarre l'affaire? Là, j'ai envie de me tourner vers la dame. Vous allez dire que je tire la couverture. Exactement. Vraiment, ce que j'entends dans ce qu'on est en train de dire, il faut qu'on ait des plateformes. Des plateformes doivent être, si possible, neutres et en général pas avec un intérêt commercial, mais pouvoir rassembler ces différents acteurs. Parce que moi, je vois 3 grands piliers. Un pilier, c'est les produits financiers adaptés et les garanties nécessaires. Ça, c'est le pur financier. Le deuxième pilier, c'est l'accompagnement. Aussi bien des banques pour les aider à comprendre mieux ce qui se passe. Et ça, ils ne le feront pas naturellement parce qu'il n'y a pas d'incentive économique. À part vraiment un management très, très éclairé, prêt à prendre des risques et qui a la possibilité de prendre ces risques. L'accompagnement également des entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou femmes, pour cette bancabilité, pour être capable de faire ces business plans qui seront reçus par une banque. Et troisième pilier, vraiment les États. Et je ne voudrais surtout pas qu'on les déresponsabilise parce qu'au final, si vous n'avez pas le bon cadre régulatoire, si vous avez des marchés avec des taux d'intérêt qui sont absolument prohibitifs, si vous avez des pays où vous ne pouvez pas, en tant que femme, avoir accès à la priorité, à la propriété, pas une. avoir accès à l'héritage, pouvoir ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de votre mari ou de votre papa, tout ça, ça complique les choses. Donc il y a le rôle que chacun a joué, aussi bien le secteur privé, l'État pour le cadre, les banques de développement pour aider à faire les liens, mais aussi la responsabilité des jeunes eux-mêmes et des femmes eux-mêmes, pour en revenir à ce que disait Charles au début, de d'abord construire les projets, de chercher les financements autour. On est plus fort quand on arrive à une banque et qu'on dit « j'ai démarré, j'ai fait ça depuis tant de temps, j'ai moi-même trouvé ces sous-là, voilà la profitabilité ». Donc n'attendez pas juste que tout le monde règle les problèmes. Par contre, on a tous aussi notre rôle à jouer. Et je pense que cette coalition peut être menée par des organismes aussi bien comme la Banque africaine de développement, que BADEA, que d'autres qui ont pour but justement de travailler avec les différentes parties prenantes. Elle a tout dit, finalement. Donc, on va s'arrêter là. On arrive au terme de ce magazine. Le temps tourne vite, malheureusement. On va réorganiser une autre rencontre. Et puis, merci Didier de nous avoir réunis ici à Johannesburg pour parler de ce sujet qui est quand même assez important puisque les PME représentent quand même l'essentiel, la clé de nos entreprises, de nos économies. Et peut-être qu'il faudrait penser à les soutenir et à organiser tout ça. Merci à vous, monsieur, madame. Merci. D'avoir accepté d'être des nôtres.